Bienvenue dans la dernière vidéo du chapitre 23. Djergo Herangli nous introduit dans le monde des codeurs incrémentaux et des codeurs absolus. L'auteur du programme décrit également de nombreuses applications robotiques intéressantes, mais pour l'instant, nous nous concentrerons sur les capteurs. Les codeurs sont utilisés, par exemple, pour mesurer le déplacement relatif ou la vitesse d'un arbre rotatif dans des machines industrielles avec une grande précision. Salut. Le cas le plus simple est lorsque vous avez un codeur incrémental. Vous pouvez les trouver dans les robots, sur les tapis roulants, dans les imprimantes. Gyaku, qu'est-ce que tu sors de ce chapeau? Autant que je sache, cela a été retiré d'un scanner. Ceci est le cadran pour le codeur incrémental. Et voici l'autre partie du capteur. Et celui-ci provient d'un capteur similaire, mais avec un design linéaire. Très joli. Continuons avec le codeur incrémental. Les capteurs incrémentaux peuvent être trouvés dans des applications où une haute précision est indispensable. En général, les codeurs incrémentaux produisent un signal proportionnel à la quantité de rotation. La façon la plus simple de comprendre le mode de perception est de tenir un appareil concret et démonté dans votre main. Sur le disque circulaire, nous pouvons voir les différentes barres de lignes espacées. Celles-ci pourraient être de petites lignes faites de larmes de chaton, détectées par des capteurs capacitifs. Cela ressemble à des capteurs capacitifs. Cela n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel est de mesurer un certain type de changement perceptible. Pour une raison quelconque, les solutions optiques et magnétorésistives sont les plus courantes. Dans un cas aussi simple, le disque est éclairé d'un côté et le photodétecteur est placé de l'autre côté. Le signal mesuré à la sortie est montré dans la figure. Le grand inconvénient d'une telle mesure est que nous ne pourrions pas faire tourner la roue avec elle. Le principal inconvénient de cette mesure est que nous ne pouvons pas déterminer la direction de rotation, car la séquence d'impulsion semble exactement la même, peu importe dans quelle direction le disque tourne. Pour détecter la direction, plus de séquences d'impulsion sont générées en utilisant plus de sources lumineuses et de détecteurs, ou une seule source lumineuse avec plusieurs détecteurs, de telle manière que les deux séquences d'impulsion sont décalées d'un quart de période. Et nous l'appliquons à plusieurs sensations lumineuses, mais il peut y avoir plusieurs sources lumineuses. Également, la deuxième source lumineuse ou le deuxième capteur de la même source lumineuse est placé de telle manière que la série d'impulsions fournie par la première série est croisée avec le quart de sa période. Donc, par exemple, si à un certain moment nous détectons le front montant actuel de A et que la valeur de B est basse, nous savons que notre axe tourne vers l'avant, tandis que le front montant de A et la valeur élevée de B feront tourner l'axe en arrière. Les signaux provenant du disque dans le monde réel ne sont pas des ondes carrées parfaites comme nous l'avons montré dans les figures. Ils ressemblent plutôt à des signaux sinusoïdaux. Les émetteurs analogiques sont ceux qui ne traitent pas ces signaux, mais envoient plutôt le signal proche de l'entrée du microcontrôleur. Il est facile de comprendre que pour un disque avec la même résolution, une conversion AN suffisamment rapide donnera un calcul de déplacement beaucoup plus précis. Nous pouvons calculer le mouvement de l'objet de manière plus précise. Impulsion. Les transducteurs à impulsion sont ceux dans lesquels un certain traitement du signal, tel que le traitement par comparateur des signaux individuels, est effectué, de sorte qu'un signal numérique est appliqué à l'entrée de notre microcontrôleur. Parlons de la façon de contourner le manque d'informations de position absolue. D'après nos observations précédentes, nous pouvons voir qu'en utilisant les impulsions, nous pouvons mesurer la rotation relative d'un axe. Pour résoudre ce problème, un troisième signal est attaché à l'encodeur incrémental, l'impulsion nulle. C'est un marquage unique sur le disque qui émet une impulsion après chaque rotation, d'une longueur d'un quart de la période des signaux A et B. Cela nous donne une impulsion pour chaque tour, ce qui nous donne exactement la position nulle. Donc, lorsque j'applique une tension d'alimentation au système, je peux d'abord mesurer uniquement le déplacement par rapport à l'état initial. Dès que je détecte pour la première fois l'impulsion nulle, pas sur ce cadran bien sûr, car il n'y en a pas sur celui-ci, cette histoire est un Calamonou,
Mais lorsque je détecte pour la première fois l'impulsion nulle, je sais exactement où nous sommes. Réponse parfaite. Évaluer le signal peut être une tâche complexe, surtout si nous voulons en extraire le plus d'informations possible. L'idée de base est de compter les impulsions des signaux A et B. Nous pouvons connaître la direction grâce à B, et nous pouvons connaître la révolution grâce à l'impulsion nulle. Si lors de l'évaluation d'un signal, nous ne prenons pas en compte les changements des autres signaux, nous parlons d'une évaluation unique. Nous pouvons également utiliser une double évaluation, auquel cas nous comptons à la fois les fronts montants et descendants de A, donc nous incrémentons notre variable de compteur 2 fois pour chaque impulsion. Cela augmente évidemment la précision, puisque nous comptons 2 marques à l'intérieur d'une seule période. La meilleure précision peut être atteinte par une évaluation quadruple. Dans ce cas, nous pouvons utiliser la même méthode. Nous comptons à la fois les fronts montants et descendants de A et B. Si nous nous souvenons, l'impulsion nulle n'est active que pendant un quart de période. Et par évaluation quadruple, nous pouvons détecter les rotations avec la précision de la mesure de position relative. Nous pouvons ressentir les environs, le pot jusqu'à présent connu. Les méthodes d'évaluation que nous avons discutées jusqu'à présent ont pour effet secondaire que les impulsions sont très rapides. Essayer de les traiter dans un microcontrôleur serait impossible. Les interruptions chargeraient le processeur. Il se bloquerait dans la routine de gestion des interruptions. Pour éviter cela, les microcontrôleurs peuvent avoir un périphérique dédié spécialement conçu pour traiter les signaux provenant des encodeurs incrémentaux. Cela s'appelle l'unité de détection de direction. L'unité de détection de direction peut être décrite comme un périphérique qui prend les signaux d'un encodeur incrémental connecté à ses entrées. Incrémental détermine les signaux de l'émetteur. Détermine la direction de rotation, compte le nombre d'impulsions et détecte l'impulsion nulle. Pour faire tout cela, il utilise un compteur qui peut être augmenté et diminué selon les impulsions entrantes et réglé à une valeur lorsque l'impulsion nulle est reçue. Le périphérique peut générer une interruption vers le microcontrôleur, mais il permet également des lectures asynchrones non liées aux interruptions. Le processeur peut écrire la variable du compteur à peut être utile lors du chargement des positions stockées. Le périphérique peut inclure la détection d'erreurs, qui valide la valeur du compteur en fonction des impulsions entrantes, et signale une erreur si une anomalie est détectée. Si vous remarquez des anomalies, par exemple, une valeur de compteur invalide lorsque l'impulsion nulle est reçue. Disons peut-être hier. Pour résumer, le plus grand avantage des encodeurs incrémentaux est leur haute précision. Vous voulez de la nourriture américaine? Ce qui peut parfois signifier 50 à 100 000 impulsions à chaque révolution, avec une évaluation quadruple. Chaque position peut être parfaitement reproduite, et la mesure est fiable grâce au boîtier fermé. L'intégration du capteur est facile grâce à l'adaptation intégrée du niveau de signal, et il peut être facilement utilisé avec un périphérique dédié. La solution a aussi des inconvénients, bien sûr. Le principal inconvénient est l'absence de position absolue et la nécessité d'un circuit de valorisation pour obtenir des informations de position absolue. En relation avec cela, nous pouvons mentionner qu'après avoir allumé le système, il n'y a aucune information sur la position actuelle. Eh bien, laissez-moi faire une sauvegarde, Sharon Sultan. Achetez-moi une information que Kenya Rishi a. Nous devons faire tourner l'axe pour avoir tout type de données. Là, personne ne l'a plus dévoué. Lors de la conception du périphérique dédié, nous devons être conscients que perdre une impulsion peut causer des dommages sérieux. Parodique. Au cause. Une position Tengli. Il peut prendre toute position, information inexacte. Oui, mais nous savons aussi qu'il y a toujours une autre façon, avec certains avantages et inconvénients. Oui, bien sûr, comme les encodeurs absolus. Les encodeurs absolus sont similaires aux encodeurs incrémentaux, mais ils fournissent des informations de position absolue à l'intérieur d'une révolution à tout moment.
Cela signifie que les informations de position sont disponibles sans faire tourner l'axe. Cela résout déjà 2 problèmes que nous avions avec les encodeurs incrémentaux. La différence entre les encodeurs absolus et incrémentaux peut être facilement vue en regardant les disques. Encodeur absolu lit un nombre binaire n'importe quelle position. Pour ce faire, il a besoin d'autant de sources d'impulsion que le nombre de bits dans les informations de position. Sur la figure, vous pouvez voir que le long d'une seule ligne de rayon du disque, les marquages donnent un nombre binaire, selon que les capteurs détectent un signal ou non. La personne ressent-elle le signal ou non? Sur l'écran, dans la figure, l'anneau le plus extérieur représente le bit le plus bas, et l'anneau le plus intérieur représente le bit le plus élevé. Cela signifie que la plus petite rotation détectable est lorsque l'anneau le plus extérieur a un changement de niveau de signal, tandis que l'anneau intérieur ne changera qu'après un demi-tour. Puisque nous ne parlons pas seulement de compter des impulsions et d'augmenter un compteur, mais de détecter des informations de position absolue, l'interface du capteur n'est pas si simple. Nous ne parlons pas de transmettre des impulsions, mais de transmettre dans ce cas des nombres de 9 bits. Pour ce faire, nous avons généralement besoin d'une sorte de communication série à haute vitesse. La plupart des robots modernes utilisent des encodeurs absolus pour détecter la position des articulations. Merci beaucoup. Cela nous donne une image claire et complète des émetteurs et nous amène à la fin du 23e chapitre du programme. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez les bases théoriques dans la première vidéo et les nombreux capteurs dans la deuxième. Puis-je vous poser une question? Les ingénieurs peuvent-ils faire de la magie? Merci beaucoup pour votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite bonne chance dans vos études d'électronique. Au revoir.